443 voix pour, 4 voix contre. La résolution dite sur l'escalade de la violence dans l'Est de la RDC est très largement adoptée ce jeudi par le Parlement européen. Les députés demandent, entre autres, à l'Union européenne de suspendre immédiatement le protocole d'accord UE-Rwanda sur les chaînes de valeur durable pour les matières premières jusqu'à ce que le Rwanda prouve qu'il a mis fin à son ingérence et qu'il a cessé d'exporter des minerais extraits des zones contrôlées par le M23. À l'époque de sa signature, il y a un an, le protocole en question avait été vivement critiqué par le président Félix Tshisekedi. Pour lui, l'accord encourageait, je cite, le pillage des ressources naturelles de la RDC. Quand vous achetez le produit du recel, vous êtes vous-même coupable de vol. Vous êtes assimilé aux voleurs. Donc, l'Union européenne, j'espère qu'elle ne va pas jouer ce jeu-là. Le gouvernement congolais continue d'accuser aujourd'hui le Rwanda de vouloir faire main basse sur ses ressources minières dans l'Est et de soutenir le M23 pour cette raison. Cette prise de position du Parlement européen est une première victoire diplomatique, selon ce député national de la majorité présidentielle. La cause majeure de cette guerre, de cette agression du gouvernement rwandais, de Paul Kagame, ce sont nos minéraux. C'est l'Union européenne qui paye nos minéraux, sans aucune traçabilité. Et si aujourd'hui cet accord est annulé, nous savons que ça va atténuer, c'est déjà un pas de plus pour nous, au moment où nous sommes en train de nous battre aux France. Autre prise de parole notable, celle du président burundais, Évariste Ndayishimiye, qui a de nouveau interpellé les autorités de Kigali lors d'un déplacement mercredi à Bugabira, à la frontière avec le Rwanda. Le gouverneur a dit que nous avons un mauvais voisin. Il nous menace. Mais moi, je l'ai déjà mis en garde. On ne va pas se laisser faire. Préparez-vous et n'ayez pas peur. La RDC, de son côté, a fermé son espace aérien à tous les avions rwandais, une mesure qui touche tout particulièrement les activités de Rwandair, la compagnie aérienne nationale rwandaise. Bonjour, chers téléspectateurs de R7. Bienvenue à notre chronique de ce jour. Didier Moïné-Ivolo, celui qui vous présente la chronique sur R7. C'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux à nous suivre, à commenter les travaux que nous vous présentons. Aujourd'hui, je vous propose une chronique autour de l'actualité internationale, mais très en lien avec le Congo-Brazzaville, mais aussi le Congo-Kinshasa, l'autre pays frère du Congo-Brazzaville, où nous savons depuis quelques semaines que le M23, soutenu par l'armée rwandaise, est entré à Goma, et puis on le signale autour du sud Kivu, notamment dans la ville de Bukavu. En tout cas, mon propos dans la chronique de ce jour, c'est de tracer un peu les grandes lignes de cette actualité internationale qui nous concerne tous et qui va certainement déterminer ce que va être le système international dans les années à venir, en tout cas jusqu'à la fin du mandat du nouveau président américain, on appelle Donald Trump. Le propos de ce matin, c'est de voir que le système international dont je vous parle de temps en temps a connu un bouleversement en quelques jours. Même si on le redoutait avant, on s'est bien rendu compte que la prise de pouvoir aux États-Unis par Donald Trump a surpris tout le monde de par ses prises de position, parce que c'est sans précédent déjà dans l'histoire américaine, où on voit le président américain en train de signer des dizaines et des dizaines de décrets en public, dans un stade, dans un show, comme Donald Trump sait le faire en tant que spécialiste des médias, en tant qu'homme de télévision. La surprise vient aussi de ces nominations. Alors, si le vice-président ne fait pas de doute, mais le secrétaire à la défense et la secrétaire
à l'éducation, qui vient plutôt du monde du catch, puisque c'est la femme de celui qui a mieux commercialisé l'industrie du catch aux États-Unis. Ces deux nominations ont quand même étonné, et plus étonnant encore, Elon Musk, qui prend une direction, une commission où il est commissaire, il est directeur. En tout cas, il a une équipe pour alléger les charges de l'État américain, et on voit comment il met des coups de ciseaux. Ce qui va surtout nous intéresser, ce sont les prises de parole de Donald Trump sur le plan de sa politique internationale. Déjà, même avant d'être intronisé président des États-Unis, Donald Trump annonçait au monde qu'il souhaitait reprendre le canal de Panama et qu'il souhaitait que le Canada devienne le 51e État américain, et il voulait aussi occuper, quitte à le faire militairement, le Groenland. Donc, on a vu la réaction des Canadiens, nous avons vu la réaction du Panama, et surtout, ça a jeté un froid sur l'Union européenne, alliée indéfectible des États-Unis. Les responsables européens n'ont pas compris cette prise de parole de Donald Trump disant qu'il souhaitait occuper le Groenland. Et tout de suite, après sa prise de pouvoir installée à la Maison-Blanche, il va passer un appel à la première ministre du Danemark, et le ton va être assez agressif pour lui demander de lui céder le Groenland. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre dans cette attitude de Donald Trump? Évidemment, Donald Trump est en train d'installer dans le système international ce qu'on appelle la politique business. Donald Trump n'a pas de morale. Et d'ailleurs, souvenez-vous, plusieurs fois, je vous ai dit de faire très attention. Quand j'ai commencé à expliquer aux téléspectateurs de R7, aux Congolais, mais même aux Africains, que moi-même, je fais une découverte quand j'arrive au département des sciences juridiques et politiques internationales à l'Université de Fudan, je découvre cette science qui est encore aujourd'hui très, très, très méconnue en Afrique, qu'on appelle les relations internationales ou la politique internationale ou la politique étrangère. Peu importe comment on va définir chacune des sciences. Mais vraiment, ça a été une découverte. Et depuis, je n'ai cessé d'alerter les Africains sur les dangers des États africains, les dangers que courent les États africains. J'ai aussi alerté sur le fait que tous ceux qui vous ont vendu que le 21e siècle sera le siècle africain, ils sont en train de vous tromper. Je ne citerai pas les noms des grands penseurs français notamment, qui, pendant les années 1990, ont essayé de vendre partout que le 21e siècle sera le siècle africain. On voit que de moins en moins, les gens en parlent. Mais moi, déjà à l'époque, je répondais à un monsieur que je respecte beaucoup, que Jacques Attali, que le 21e siècle ne sera pas le siècle africain. Parce que les Africains, en tout cas les États africains, ne mettent rien en pratique pour que le 21e siècle devienne le siècle africain. Le 21e siècle restera le siècle des grandes puissances européennes, chinoises, américaines, japonaises, russes. Et on voit qu'aujourd'hui, avec le retour de Trump au pouvoir, cela se confirme, mais de la manière la plus dangereuse, puisque Trump est dans une logique, je vous disais, de politique business. Souvenez-vous, je vous alertais aussi sur le droit international, sur le système international qui est anarchique. Les amis deviennent les ennemis deviennent les amis. Il n'y a pas, le système international n'est pas figé. On ne peut pas dire qu'un tel est mon pote et donc on restera pote. C'est très faux dans le système international. Et le retour de Trump montre bien que les Européens qui étaient dans une forme d'angélisme dans leur relation avec les États-Unis sont un peu tombés de très haut. Parce que quand on voit les prises de position de Donald Trump, même contre l'Union européenne, contre les pays comme l'Allemagne, la France, pour ne citer que ces deux-là, c'est vraiment inquiétant. Et quand Donald Trump pense occuper, même militairement, le canal du Panama ou le Groenland, que feront les pays européens? On a vu la réaction des pays de l'Union européenne lorsque la Russie est entrée en Ukraine. Alors, est-ce que
l'Union européenne va avoir la même réaction si demain, Donald Trump occupait militairement le Groenland? Est-ce que les Européens vont prendre des sanctions économiques contre les États-Unis? Et comment va se comporter la Chine? Comment va se comporter la Russie si vraiment Donald Trump allait jusqu'à la fin de sa pensée en occupant militairement ce territoire du Groenland? Donc, on voit bien qu'il y a un bouleversement majeur du système international depuis le retour de Donald Trump, ce qui fait que Trump rabat un peu les cartes. Et il va même plus loin. Quand je vous parle de la politique business, Trump n'a pas hésité, mais vraiment, il n'a pas hésité une seule seconde de fermer l'agence de l'aide internationale américaine, USAID. Qui finance l'Organisation mondiale de la santé? Après que Donald Trump a ordonné le retrait des États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé, des inquiétudes ont surgi quant à son financement futur. En 2024, les États-Unis sont la première source mondiale de financement de l'OMS, avec une contribution d'un peu plus de 920 millions d'euros. La fondation Bill et Melinda Gates suit en deuxième position avec environ 662 millions d'euros, tandis que la Commission européenne se classe quatrième avec une contribution d'environ 400 millions d'euros. L'Allemagne est le pays de l'UE qui apporte le plus grand soutien financier à l'OMS avec une contribution d'environ 312 millions d'euros. 24,3% du financement total est alloué à l'amélioration de l'accès à des services de santé essentiels de qualité. L'éradication de la poliomyélite reçoit 23,68% des fonds et les urgences sanitaires aiguës 19,84%. La plupart des contributions étant liées à des initiatives spécifiques, le retrait des États-Unis porterait un coût considérable au projet futur de l'organisation. Toutefois, le directeur général de l'OMS a déclaré que l'organisation pouvait s'adapter à la perte du soutien du gouvernement américain. Comment dire, ça a été quelque chose à laquelle personne ne s'attendait. Du jour au lendemain, USAID est fermé. Tous les programmes de lutte contre le VIH en Afrique, notamment en Afrique du Sud, tous les programmes financés dans des pays comme la Côte d'Ivoire, même tous les pays africains, s'arrêtent du jour au lendemain. Mais qu'est-ce que je vous disais en parlant de la politique internationale, des relations internationales? Les Africains s'appuient beaucoup sur l'aide publique au développement. Or, il faut savoir qu'une aide n'est pas une obligation. Et je disais tantôt, dans mes précédentes interventions, aucun pays en Afrique ne s'est développé avec de l'aide. Même quand on vous parle du plan Marshall, aucun pays au monde ne se développe avec de l'aide. Même quand on vous parle du plan Marshall, le plan Marshall n'a pas développé l'Europe. L'Europe était déjà développée. L'Europe a été détruite par la Première Guerre mondiale, mais a repris sa place de grande puissance, a été détruite par la Seconde Guerre mondiale, mais il y avait déjà en Europe occidentale ou en Europe en général des fondements, des fondations, ce que les anglophones appellent the background. Il y avait des fondements de l'économie, de la politique, de la démocratie, et donc l'aide américaine est venue juste renforcer quelque chose qui existait déjà. Mais le plan Marshall, l'aide américaine, n'est pas venue sur du vide. Or, c'est ça le problème qui se pose en nous. Lorsque les pays africains, au lieu de regarder les politiques intérieures, les politiques publiques, les politiques sociales de leur pays, fondent plus leur avenir sur le fait que l'Europe doit augmenter l'aide publique au développement. Mais avec Trump qui arrive et qui suspend l'aide américaine, Trump retire les États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé. Or, allez regarder le financement américain. Les États-Unis étaient les premiers pourvoyeurs de fonds de l'OMS. Donc, avec le retrait américain, c'est près de 800 millions de dollars qui vont manquer à l'OMS, voire même des milliards qui vont manquer à l'OMS. Mais qui va remplacer cela? Et les pays africains qui comptaient sur l'aide de l'OMS et non pas sur leur ministère de la Santé, et non pas sur leur politique publique de santé, eh bien, comment ces pays-là vont vivre? L'aide relève de la morale internationale. L'aide ne relève pas d'un droit juridique
qui impose au pays qui aide de faire ce qu'il est en train de faire. Donc, les États-Unis ont le droit de suspendre l'aide, même si on conteste la manière dont elle a été faite, mais les États-Unis, c'est dans leur droit. Parce que l'aide que les Américains donnent aux autres pays, et c'est Christine Lagarde qui l'explique bien, ça fait partie des sujets que j'avais déjà traités dans mes précédentes chroniques. Christine Lagarde rappelait aux pays africains que ce que vous attendez de l'Occident comme soutien, comme aide, cet argent est prélevé sur les impôts des Européens. C'est-à-dire, c'est l'argent de la fiscalité européenne que nous utilisons pour vous aider. Mais que faites-vous de votre propre fiscalité? Voilà les sujets. Et Trump vient, il enfonce le clou, il pousse cette logique au boutisme, de sorte que lorsqu'il ferme USAID, on voit bien le scandale dans tous les pays. En Afrique, vous avez l'Ouganda, vous avez la Côte d'Ivoire, vous avez le Kenya, vous avez l'Afrique du Sud, les programmes de lutte contre le VIH qui s'arrêtent du jour au lendemain. En tout cas, les budgets baissent de façon drastique. Mais tout ça doit nous renvoyer à quoi? Tout ça doit nous renvoyer au fait que demain, les panafricanistes, les Africains, doivent repenser leur modèle économique, leur modèle social, leur modèle de protection sociale, les investissements dans leur pays, pour se dire comment tenir dans un monde aussi concurrentiel où on est en train de détruire comme ça, on est en train de détricoter les alliances traditionnelles. En Afrique, quelles sont les alliances qui ont été détricotées? Mais la France-Afrique. Regardez comment on a sorti la France du Niger, du Burkina et du Mali. La France est en train de sortir du Sénégal, en tout cas l'armée française va quitter le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Tchad, ils ont fermé. Et donc, on voit bien que toutes les alliances traditionnelles sont en train de se déliter, de se casser, de finir. Et donc, il faut reconstruire le nouvel ordre international. Et donc, que sera le nouvel ordre international d'ici 2026, 2027, 2028 et au-delà? Bien malin, celui qui pourra le définir. Et comment chaque État va trouver sa place dans le système international que Trump est en train de définir. Or, je vous ai parlé de la politique business, mais Trump est en train de remettre au goût du jour ce que nous connaissons très bien en politique internationale, notamment lorsqu'on parle de l'économie politique internationale, c'est-à-dire le système d'hégémonisme. L'hégémonisme, Trump est en train de le pousser au paroxysme supérieur. Dernier jour de la conférence annuelle sur la sécurité à Munich en Allemagne, le vice-président américain J.D. Vance s'est permis de faire la leçon à l'Europe sur la démocratie et la liberté d'expression. Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, lui a répondu « La démocratie, cela ne signifie pas que n'importe qui puisse dire n'importe quoi ». Fin de citation. On retrouve Luc André, notre envoyé spécial à Munich. Cette conférence marque un tournant entre alliés occidentaux. Oui, si les Européens auraient pu l'anticiper, désormais, ils ont la certitude. La nouvelle administration américaine de Donald Trump fait peu de cas de ses alliés historiques. Le sermon du vice-président J.D. Vance a montré l'étendue, la profondeur du fossé idéologique qui sépare désormais les deux rives de l'Atlantique. Il faut se remémorer ses propos. La principale menace de la vie des États-Unis n'est pas la Russie, l'Iran ou la Corée du Nord, mais une prétendue restriction de la liberté d'expression en Europe. Sa tirade aussi appelant à coopérer avec les partis d'extrême droite est très mal passée chez les hôtes allemands de la conférence à une semaine des élections législatives dans le pays. Donc un fossé idéologique, mais aussi un fossé stratégique, car Washington dégrade les Européens au rang de simples collaborateurs dans le dossier ukrainien, réduit à garantir un éventuel accord de paix au sol. Et tout l'enjeu de la conférence à Munich a été pour les Européens, piqués dans leur orgueil, de montrer
de gagner leur place à table, de montrer qu'ils sont prêts à dépenser plus et aussi à dire qu'ils ne participeraient pas à un accord de paix, ils n'appliqueraient pas un accord de paix auquel ils n'ont pas été associés dans le cadre des négociations. Et sur ce sujet, l'envoyé spécial de Donald Trump pour l'Ukraine, le général Keith Kellogg, a circonscrit le cadre d'une participation des Européens. Il a dit les écouter, oui, les avoir à la table des négociations, non, car il ne veut pas rééditer le format des accords de Minsk. Les Européens auront l'occasion de faire le bilan de toutes ces nouvelles évolutions demain à Paris à l'occasion d'un mini-sommet convoqué par Emmanuel Macron. Aujourd'hui, Trump ne jure que par « Make America Great Again ». Et donc la puissance américaine, qu'elle soit politique, qu'elle soit économique et surtout militaire, Trump va pousser ça au maximum, de sorte que je domine le monde et je prends possession de tout ce que je peux dès lors que ça sert la puissance américaine. Les autres États ne comptent pas pour moi. Ce qui compte, c'est comment je vais imposer l'hégémonie américaine. L'hégémonie américaine, c'est quoi? Eh bien, le concept d'hégémonisme est très en lien avec l'économie politique internationale. Donc, toute l'économie mondiale, toutes les matières premières du monde, Trump va les lister, les faire des fiches, et à chaque fois qu'une matière première va l'intéresser, il trouvera le moyen d'aller chercher cette matière première. Regardez comment il a refroidi l'Union européenne dans le traitement de la guerre de l'Ukraine. Il n'informe ni Zelensky, le premier concerné, il n'informe ni les Européens, il passe un coup de fil à Poutine, 1h30. Et les deux s'accordent sur la manière de traiter le conflit ukrainien, russo-ukrainien. Et il dit déjà ce qu'il donne et puis ce qu'il ne donnera pas, mais surtout, pour les Européens, il a concédé, il a fait des concessions à ne pas faire avant même de commencer la négociation. Mais qu'importe, que dit Trump? Trump est prêt à céder certains territoires du Donbass à la Russie. Et le pire, ce qu'il dit à Zelensky, si vous voulez toujours de mon aide militaire, vous me cédez vos matières premières. Jamais, dans les relations internationales, un président américain a été aussi brut et aussi brutal dans la négociation. Il ne se cache même pas. Il dit, mais moi, si vous voulez, oui, d'accord, je vous donne les armes. Mais dans ce cas, vous me donnez vos terres rares. Moi, j'en ai besoin. Et vous voyez bien qu'il y a eu un flottement aussi bien du côté de Zelensky que des responsables européens, parce que avec un responsable d'une puissance comme les États-Unis, imprévisible comme il est, on ne sait jamais ce qu'il va penser dans la seconde qui suit. Et donc, un tel président, il est difficile à décortiquer, à lire et à suivre. Et on voit bien qu'aujourd'hui, les Européens sont totalement déstabilisés. Comment travailler avec une telle personne? Trump n'a pas hésité de dire au Moyen-Orient, mais tiens, et si on évacuait les Palestiniens de Gaza et puis on fait de Gaza la côte d'Azur du Moyen-Orient? Mais personne, sauf Trump, n'aurait pensé à ça. On voit bien qu'ils sont fous des équilibres internationaux, ils sont fous de ce que font les organisations internationales. Je vous ai dit tout à l'heure, ils se retirent de l'OMS, il retire les États-Unis de l'OMS, l'ONU pour lui c'est un machin qui ne sert à rien, pour paraphraser le général de Gaulle. Les organisations internationales, il ne les interroge même pas, et on va voir à combien de sommets internationaux Trump va assister, mais je doute qu'il donne du crédit à la plupart des sommets, et même s'il vient dans une réunion internationale, je suis quasiment sûr que voilà, il ne prendra pas grand cas des décisions qui seront prises si ces décisions n'intéressent pas l'avenir des États-Unis, si ces décisions n'apportent aucun dollar au trésor américain. Regardez la guerre commerciale qu'il est en train de mener contre le Canada, contre la Chine, contre le Mexique, le voisin Mexique, qui apparemment, sur le plan économique, militaire, politique, ne peut pas peser face à Donald Trump. Mais Donald Trump s'en moque. Qu'est-ce que je peux tirer comme bénéfice dans mes relations avec quelqu'un? C'est ça qui m'intéresse. Avec un État, c'est ça qui m'intéresse. Donald Trump, c'est le saint patron des businessmen. Donc aujourd'hui, si vous voulez traiter avec lui, eh bien, il faut
déjà vous dire qu'est-ce que vous avez comme plus-value à apporter aux États-Unis. Lui, les pays qui n'apportent pas de plus-value aux Américains, aux États-Unis, ces pays-là ne l'intéressent pas. C'est pour ça qu'il nous a traités, nous, les pays africains, les pays de je ne sais plus quoi. Donc, je voulais brosser ce tableau pour vous dire que les Africains doivent comprendre que nous entrons dans une nouvelle ère des relations internationales et que dans cette ère-là, va compter pendant 4 ans de Trump, c'est la politique, business et l'hégémonisme américain dans l'économie politique internationale. Et bien, dans ce monde-là, que faisons-nous? Les premières victimes, je pense, ce sont les Européens. Vous avez vu le discours du vice-président Mike Pence, je crois le vice-président américain en Europe devant les Européens, où il vient les engueuler, les tancer, en les disant que vous ne respectez pas les traditions, vous avez perdu vos valeurs, vous n'êtes plus des démocraties, vous faites du n'importe quoi, les terroristes peuvent entrer chez vous et faire n'importe quoi, vous ne faites rien pour les combattre. Ce qui a totalement médusé les responsables européens. Et la réponse du ministre allemand de la Défense et du ministre français des Affaires étrangères, en tout cas, la réponse ne s'est pas fait attendre, où Français et Allemands ont dit très clairement au vice-président américain que les États-Unis n'avaient pas de leçon de démocratie à donner aux Européens, que les Européens sont des États indépendants, capables de définir leur modèle, leurs valeurs, et des États-Unis, ils n'avaient rien à recevoir comme leçon. Mais n'empêche, c'est sans précédent. Le conflit actuel entre États-Unis et Union européenne, alors que tous sont membres de l'OTAN, ce conflit n'a pas de précédent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Depuis 1945, ils sont alliés. Mais attention, depuis quelques chroniques, je n'arrête pas de vous dire, ce n'est pas parce qu'ils sont alliés qu'ils ne sont pas en compétition. Parce que l'industrie européenne, l'industrie française a été quand même démantelée par les Américains. Le Brexit, pour affaiblir l'Union européenne, a été quand même beaucoup poussé par les Américains. Donc, faisons très attention dans ce côté où on a tendance à dire la Chine est un allié, la Russie est un allié, la France est un allié. Oui, mais les alliés sur certains sujets peuvent être aussi des concurrents sur d'autres sujets. Faut jamais, en politique internationale, il ne faut jamais dormir. On reste éveillé 24 heures sur 24, 7 jours, 365 jours. Parce que tu dors, tu es mort, comme dans Squid Game. Tu bouges, tu es mort. Donc, voilà une leçon que nous devons retenir aujourd'hui. Et que nous devons réfléchir dans un tel contexte, comment on fait? Dans un tel système international où on a cassé tous les équilibres traditionnels hérités depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Je peux vous citer des exemples. Qui pouvait s'attendre à ce que la Russie attaque l'Ukraine? Qu'on appelle ça opération militaire spéciale ou guerre, mais du point de vue de la proximité ethnique, historique, culturelle, politique, la proximité religieuse, personne ne pouvait prendre un pari en disant la Russie va agresser l'Ukraine. Et quand bien même les Américains le disaient, mais les Américains le disaient parce que les Américains écoutent tout le monde. Donc ils savaient dans les conversations russes que la Russie se préparait à attaquer l'Ukraine. Mais les Européens qui n'ont pas les moyens d'écouter les Russes, mais ils étaient dans le doute jusqu'au dernier moment. Jusqu'à ce que Biden donne la date exacte de l'agression, retardée de 24 heures ou 48 heures par Poutine pour ne pas donner raison à Biden. Mais Biden avait la date exacte. Personne ne pouvait s'attendre à ça. Quand on voit la tension entre la Chine et Taïwan, où la Chine est prête à utiliser la force pour récupérer Taïwan, alors que les Taïwanais, c'est des Chinois, c'est la même population, on peut quand même s'inquiéter. Qui pouvait s'attendre à ce qu'un président américain puisse tenir un discours du type « le Canada doit devenir le 51e État américain ». Est-ce que c'est par la force? Démocratiquement, les Canadiens ne vont jamais faire un vote, un référendum pour être membre des États-Unis. Donc, il resterait quoi la force? Qui pouvait imaginer cela? Et pourtant, Donald Trump l'a dit.
Et qui pouvait imaginer que les Américains refuseraient de protéger l'Europe contre la Russie? Aujourd'hui, c'est la position de Donald Trump. Et Zelensky, qui vient à ce sommet, qui vient de se tenir, dit bien aux Européens, attention, l'époque angélique où on croyait que la puissance militaire américaine nous protégerait, cette époque est terminée. Maintenant, il faut construire une armée européenne pour protéger l'Europe. Sans quoi, évidemment, il y a peut-être menace en Europe. Il y a péril dans la maison. Donc, les risques existent. Et quand on voit les sanctions ou les taxes que les Américains veulent mettre sur les produits européens, évidemment, aujourd'hui, il n'y a plus de doute que le système international est anarchique et n'a jamais été aussi anarchique depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et qu'aujourd'hui, chacun va défendre son beefsteak. Les États-Unis peuvent compter sur leur puissance. L'Union européenne ne peut que prier pour qu'aucun État ne fasse défection à cette union. Et pour les Africains, vaste sujet de réflexion sur que faisons-nous? Que faisons-nous face à un chef d'État, à un président comme Trump qui est dans la politique business? Nous savons très bien que ce qui va compter pour Trump, c'est la capacité pour chaque État de faire le lobbying avec l'équipe de Trump. Et en la matière, on sait que Sassou a l'habitude de livrer les richesses du Congo à qui le veut, dès lors qu'on peut protéger son pouvoir. Donc, nous, Congolais de Brazzaville, il faut que nous restions vigilants sur les relations entre le pouvoir de Trump et l'Afrique en général, et le pouvoir de Trump avec le pouvoir de Brazzaville en particulier, comment les choses vont se passer. Ne pas hésiter à communiquer, à faire du lobbying sur ce que vivent les populations congolaises pour que Denis Sassou Nguesso ne puisse pas utiliser l'argent public pour essayer de s'acheter des lobbyistes qui vont donc défendre son pouvoir auprès de Donald Trump. Encore que Trump verra toujours quelle est la plus-value, quelles sont les matières premières au Congo qui peuvent m'intéresser, ou en revanche, est-ce que le Congo est un marché de consommation de sorte que je puisse lui vendre les produits américains, notamment le gaz et le pétrole de schiste. Mais je ne pense pas, on n'a pas de raffinerie au Congo pour cela. Donc voilà, donc les risques sont faibles, mais il faut quand même rester assez vigilant. Cette problématique, ce changement de paradigme du système international avec Trump a aussi influencé un volet important. Peut-être que les gens l'ont suivi, mais ils doivent bien pénétrer les choses. On a vu pendant quelque temps, le CRC a condamné la position de l'Union européenne par rapport au Rwanda. Vous avez vu, on a découvert par certains députés, certains eurodéputés, que le Rwanda avait conclu avec l'Union européenne des contrats de livraison des matières premières stratégiques, des matières premières critiques. J'ai fait une chronique sur le sujet et aujourd'hui, l'Union européenne fait un rétropédalage sous la pression et sous le lobbying de tous ceux, et nous les remercions sincèrement au CRC. Ils ont fait une pression monumentale sur la Commission européenne. Et d'ailleurs, le comportement de Trump n'est pas étranger à tout ça. Dès lors que les Européens ne vont plus bénéficier de la protection des États-Unis, on voit bien que l'Europe est obligée de faire machine arrière sur certaines décisions prises. On apprenait par le Parlement européen que l'Europe suspend l'aide militaire au Rwanda. Ça, c'était important, parce que le CRC, vous avez fait une analyse là-dessus, que la performance du M23 en lien avec les militaires rwandais, cette performance est financée par l'Union européenne et même par l'ONU. Il faudrait m'expliquer quelque chose. Donc, le Rwanda envahit le Congo et nous, en tant qu'Union européenne, nous envoyons encore des armes au Rwanda. Le Rwanda vole les ressources congolaises et nous, on va faire un accord avec le Rwanda pour acheter ces matières premières des Congolais qui ont été volées. Parce que c'est ce qui se passe. La Commission européenne a été faire cet accord avec le Rwanda et qu'est-ce qui s'est fait 2 mois après?
Le M23, ce mouvement rebelle soutenu par le Rwanda, a été conquérir la plus importante mine de coltan au Congo pour, en contrebande, voler ses ressources et les mettre sur les marchés internationaux. Donc en fait, la Commission européenne a de quelque sorte offert son feu vert aux Rwandais pour envahir le Congo. L'Europe se trouve, en d'autres mots, du côté de l'agresseur. Et tout ça pour les profits des multinationales sur les corps des Congolais. Alors, pillage, destruction, des millions de morts entre-temps, il faut que ça cesse. Parce qu'on l'a vu avec l'or au Mali, on l'a vu au Niger avec l'uranium, on l'a vu en Libye avec le gaz et le pétrole. C'est toujours la même chanson de pillage. Et après, vous vous étonnez que les peuples du Sud se révoltent. Les Africains en ont marre. On le voit au Mali, au Niger, au Burkina, au Tchad, en Côte d'Ivoire, en République centrafricaine, au Sénégal. À chaque fois, les Européens ont été mis à la porte. Alors le moment est aujourd'hui de dire basta, le temps du colonialisme est révolu. Suspendez cet accord de pillage des ressources naturelles congolaises et imposez un embargo militaire au Rwanda. On n'a pas besoin de l'arme de crocodile, on a besoin d'action. Donc on voit bien que ces officiers rwandais qui vont acquérir cette technicité en étant dans les interventions militaires internationales financées par l'ONU, financées par l'Union européenne, ils rentrent au Rwanda et ce sont eux qui vont soutenir le M23 dans leur conquête territoriale dans la région du Nord Kivu et aujourd'hui au Sud Kivu. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que les gens comprennent. En Europe, les militaires qui sont dans les opérations internationales, quand ils terminent leur contrat, ils rentrent dans leur pays, il n'y a pas de souci parce que nous sommes dans des systèmes démocratiques. Mais dans un pays comme le Rwanda, Kagame a peur de ces militaires-là. Donc, Kagame, lorsque ces militaires qui rentrent du Mozambique, de la Centrafrique ou du Bénin, quand ils rentrent avec cette technicité, Kagame préfère les affecter à l'est de la RDC, soutenir le M23, que de les garder au Rwanda. Mais vous savez, cette technique, Kagame n'est pas le premier à l'utiliser. Allez étudier l'armée romaine. Les grands généraux romains, évidemment, le pouvoir central à Rome préférait les garder dans des combats, dans les conquêtes territoriales, parce que là-bas, tant qu'ils seront occupés à conquérir des territoires au profit de l'Empire, ils seront dans une espèce d'adrénaline et autres, ils ne seront pas une menace pour le pouvoir central. Parmi eux, vous voyez bien que quand Jules César décide de marcher sur Rome, évidemment, ça crée de la panique. Donc, Kagame utilise ces militaires qui ont acquis de hautes compétences en matière d'intervention dans des zones de combat et il les envoie. Donc, la pression exercée par les eurodéputés, mais en lien avec le changement de paradigme international, parce que quand Trump arrive, il bouleverse tout. Et donc, l'Union européenne n'a pas d'autre choix, n'ayant plus le parapluie total des États-Unis, que de reculer sur certains sujets, et parmi les sujets, la fin du soutien militaire au Rwanda, mais aussi la suspension de l'aide qu'on donnait au Rwanda, et mieux encore, la suspension des accords entre l'Union européenne et le Rwanda dans la livraison à l'Union européenne des matières premières critiques et stratégiques que le Rwanda ne produit pas. Voyez-vous que dans un tel système international, l'Union européenne ne pourra pas tenir face aux États-Unis, à la Chine et à la Russie si la RDC porte le sujet à l'ONU. Et je demande à Tshisekedi, en tant qu'État indépendant, de porter le sujet aux Nations Unies pour dire comment voulez-vous qu'une organisation sous-régionale comme l'Union européenne puisse signer un contrat de fourniture des matières premières critiques et stratégiques avec un pays qui n'en produit pas, ou sinon qui n'en produit que très peu, et les quantités signées dans les accords, on le sait très bien qu'ils iront les racketter, les voler ailleurs, causant des milliers de morts parmi les femmes et les enfants. Comment l'Union européenne peut continuer à soutenir de tels accords, alors même que lorsque la Russie entre en Ukraine, l'Union européenne a été la première en ligne de mire pour prendre les sanctions contre la Russie. Alors, est-ce que
la vie des enfants, des femmes en Ukraine vaut plus que la vie des femmes noires de la RDC. Et là, le système international de demain est en train de remettre tout ça en cause. Vous condamnez un État agresseur, vous condamnez tous les États agresseurs. Vous avez condamné pour les diamants du sang, eh bien, les minéraux du sang, vous devez aussi condamner. Et là, la puissance diplomatique de la RDC, la puissance diplomatique des pays frères, amis de la RDC, doit s'exercer pour que tous ceux qui ont signé ce genre d'accord, notamment l'Union européenne, puissent vraiment reculer et d'ailleurs mettre ces accords-là à la poubelle. Nous verrons demain comment, sans ces accords, sans ce soutien militaire, sans ce soutien financier, comment le Rwanda va encore continuer sa politique agressive à l'est de la RDC en soutenant le M23. Donc, on voit bien que l'Union européenne n'a pas trop de choix que de reculer parce que le danger, il est là. Le danger est là pourquoi? Mais parce que jusque-là, je vous l'ai dit, l'Union européenne a bénéficié du parapluie des États-Unis. Et même dans les théâtres africains, je vais vous donner un exemple. Lorsque Nicolas Sarkozy déclenche sa guerre en Libye, très vite, il est suivi par les autres pays européens, mais surtout, il se retrouve à court de munitions. C'est-à-dire que les bombardements européens en Libye cessent parce qu'il n'y avait plus de missiles disponibles. Et s'il fallait poursuivre les bombardements en Libye, il fallait donc aller chercher dans les stocks stratégiques. Et donc, les Européens vont faire appel à Barack Obama. Barack Obama va donc mettre en exergue les bâtiments américains installés dans la Méditerranée pour poursuivre les bombardements de la Libye. Et à un moment donné, Obama va même proposer certains missiles aux Européens, mais sauf qu'on va vite se rendre compte que ce n'est pas possible parce que les missiles américains, on ne peut pas les installer dans les avions de chasse français ou encore des autres pays qui participaient, et notamment des avions français. Or, aujourd'hui, ce parapluie n'existe plus. Trump fait du business, de la politique business. Donc, l'Union européenne est obligée de reculer dans ses accords avec le Rwanda parce que dans cette politique business et dans l'affirmation de l'hégémonie américaine dans l'économie politique internationale, ça va très vite coincer avec les Chinois, avec les Russes en Afrique. Les Européens sont aussi présents, mais n'empêche que lorsqu'il y a des conflits entre grandes puissances comme l'Union européenne, la Russie et la Chine en Afrique, l'Union européenne compte sur qui? Les États-Unis. Or, les Américains ont été clairs. Donald Trump et son vice-président ont dit très clairement, ne comptez plus sur nous, ne comptez pas sur nous, ne comptez plus sur nous. Ce que nous vous avons apporté depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est fini. Maintenant, chacun pour soi, Dieu pour tous. Or, dans une telle configuration, si l'Union européenne se retrouve en conflit avec la Chine et la Russie en Afrique, sans le parapluie américain et avec la détestation des Africains vis-à-vis de certains pays européens, croyez-moi, ça ne tiendra pas. Et donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le recul de l'Union européenne n'est plus que compréhensif et justifié. Parce que l'Union européenne n'aura pas les moyens de sa politique. Et surtout, je vous l'ai dit, l'Union européenne, je ne sais pas qui a piloté ces accords de l'Union européenne avec le Rwanda, alors même que les eurodéputés ont bien documenté leurs analyses. Thierry Mariani, qui n'est pas un ami, hein, je le suis à la télé, Thierry Mariani fait quand même comprendre aux commissaires européens que moi je vole votre montre et je le vends et vous serez contents. L'écœurement, c'est le sentiment qui domine en République démocratique du Congo et dans de nombreux pays africains devant la politique de double standard de l'Union européenne. Car s'il faut se réjouir que nous débattions enfin de la situation à l'est de la RDC, je ne peux pas oublier que nous le faisons après que la Commission européenne a annoncé il y a quelques jours la signature d'un partenariat honteux sur les matières premières avec le Rwanda. Car d'où viennent les matières premières qui transitent par le Rwanda? De l'est du Congo, où ces ressources sont pillées, livrées à des mafias toutes plus sanguinaires les unes que les autres. Quand il s'agit de s'acoquiner avec Kagame, tous les grands principes de l'Union européenne cèdent. Kagame viole militairement la souveraineté de la RDC sans aucune sanction européenne.
Alors que la milice M23 a perturbé les élections congolaises, c'est le gouvernement de Kinshasa qui recevait principalement les critiques de l'Union européenne. Pire, au même moment, alors que le peuple congolais se battait pour que les élections se déroulent, que faisait Mme von der Leyen? Elle inaugurait une usine de vaccins BioNTech au Rwanda le 18 décembre, soit 2 jours avant le scrutin en RDC. La Commission européenne était donc bras dessus, bras dessous avec le président rwandais dont l'ONU dénonce le soutien à sa milice criminelle. Cela a été évidemment ressenti comme une provocation méprisante par nos amis congolais. Alors qu'attendons-nous pour condamner le vrai responsable? Qu'attendons-nous pour condamner le Rwanda? Qu'attendons-nous pour sanctionner Paul Kagame? Alors, le commissaire européen s'est un peu défilé en disant qu'il n'avait pas le bon niveau d'information, mais n'empêche, la réalité est celle-là. Maintenant, du côté du Rwanda, nous verrons comment les choses vont se décanter, les choses vont évoluer, mais aussi de notre côté. Parce que dès lors que l'Union européenne met fin à ses accords sur les terres rares, les accords militaires avec le Rwanda, comment comprendre qu'un pays comme le Congo-Brazzaville, dirigé par le dictateur Denis Sassou Nguesso, continue à cacher les accords signés avec le Rwanda, alors même que les populations congolaises demandent la fin aussi de ces contrats-là. Donc le Parlement congolais doit se saisir, doit s'auto-saisir du dossier pour demander au gouvernement de Koliné Makosso de déchirer les accords, tous les accords et surtout les accords économiques et les accords militaires avec le Rwanda et de les mettre à la poubelle. Puisque vous venez de voir que l'Union européenne vient de faire la même chose. Je vous laisse suivre l'Union européenne. Victoire aujourd'hui au Parlement européen. Ça fait 2 ans qu'avec le PTB, notre groupe de la gauche, nous nous battons ici pour arrêter la coopération militaire entre l'Union européenne et le Rwanda, parce que le Rwanda joue un rôle actif dans les massacres, dans la guerre à l'est du Congo. Et aujourd'hui, grâce à la mobilisation, une majorité des députés européens ont voté en faveur d'un arrêt des transferts d'armes vers le Rwanda. Et deuxième victoire, ça fait 1 an que nous nous mobilisons pour que l'accord privilégié entre le Rwanda et l'Union européenne sur l'exportation des matières premières volées souvent au Congo, exportées en contrebande par le Rwanda, soit arrêté. Aujourd'hui, le Parlement européen vote pour la suspension de cet accord privilégié avec le Rwanda. Maintenant, la Commission doit nous écouter. La Commission européenne doit arrêter sa complicité avec les crimes de guerre en République démocratique du Congo. 443 voix pour, 4 voix contre. La résolution dite sur l'escalade de la violence dans l'Est de la RDC est très largement adoptée ce jeudi par le Parlement européen. Les députés demandent, entre autres, à l'Union européenne de suspendre immédiatement le protocole d'accord UE-Rwanda sur les chaînes de valeur durable pour les matières premières jusqu'à ce que le Rwanda prouve qu'il a mis fin à son ingérence et qu'il a cessé d'exporter des minerais extraits des zones contrôlées par le M23. À l'époque de sa signature, il y a 1 an, le protocole en question avait été vivement critiqué par le président Félix Tshisekedi. Pour lui, l'accord encourageait, je cite, le pillage des ressources naturelles de la RDC. Quand vous achetez le produit du recel, vous êtes vous-même coupable de vol. Vous êtes assimilé aux voleurs. Donc, l'Union européenne, j'espère qu'elle ne va pas jouer ce jeu-là. Le gouvernement congolais continue d'accuser aujourd'hui le Rwanda de vouloir faire main basse sur ses ressources minières dans l'Est et de soutenir le M23 pour cette raison. Cette prise de position du Parlement européen est une première victoire diplomatique, selon ce député national de la majorité présidentielle. La cause majeure de cette guerre, de cette agression du gouvernement rwandais, de Paul Kagame, ce sont nos minéraux. C'est l'Union européenne qui paye nos minéraux, sans aucune traçabilité. Et si aujourd'hui cet accord est annulé, nous savons que ça va atténuer, c'est déjà un pas de plus pour nous, au moment où nous sommes en train de nous battre aux fronts. Autre prise de parole notable, celle du président burundais, Évariste Ndayishimiye, qui a de nouveau interpellé les autorités de Kigali lors d'un déplacement mercredi à Bugabira, à la frontière avec le Rwanda. Le gouverneur a dit que nous avons un mauvais voisin. Il nous menace. Mais moi, je l'ai déjà mis en garde.
On ne va pas se laisser faire. Préparez-vous et n'ayez pas peur. La RDC, de son côté, a fermé son espace aérien à tous les avions rwandais, une mesure qui touche tout particulièrement les activités de Rwandair, la compagnie aérienne nationale rwandaise. Donc, vous suivez bien dans ces interventions au niveau du Parlement européen que ces accords ont été suspendus, mais ne vous inquiétez pas, ces accords seront mis à la poubelle. Parce que de toute façon, aujourd'hui, avec ce qui se passe en RDC, personne ne peut croire que l'Union européenne revienne avec ces accords, sauf à signer ces accords-là avec le gouvernement à qui appartiennent les matières premières. On ne signe pas un contrat de livraison avec un voleur, avec un trafiquant, avec un brigand. Vous n'allez pas signer avec un brigand pour vous dire « va voler et viens me livrer la marchandise ». On appelle ça le banditisme. Et demain, Tshisekedi aura raison de poursuivre l'Union européenne au tribunal international du commerce au motif que l'Union européenne signe des accords de gangstérisme pour que mes matières premières soient pillées, volées, que ma population soit tuée. Et je pense même que ça a été une faute politique vis-à-vis des responsables européens qui ont signé ces accords. Par rapport à notre pays, le Congo-Brazzaville, évidemment, il appartient au Parlement de se saisir de ce dossier et de demander au gouvernement la fin des accords, la suspension, mais aussi la mise à la poubelle de ces accords. Il faut les déchirer. Parce que, qu'est-ce qui se passe? À l'allure où vont les choses, l'Union africaine, qui vient de tenir son sommet, craint une guerre régionale. Donc, s'il y a une guerre régionale, ça suppose que Denis Sassou Nguesso, avec ses enfants, à travers les accords signés, nous met dans une situation de co-belligérant dans la guerre entre la RDC et le Rwanda. Or, les populations congolaises ont comme parents les populations de la RDC. Les populations de la RDC, ce sont nos frères et sœurs. En RDC, nous avons les mêmes peuples, les mêmes langues. La seule chose qui nous a séparés, c'est que lorsque des Brazza Estanlais arrivent, en tant que colonisateurs, ils se partagent les terres Congo et les terres Téké. Mais du point de vue de la morphologie de la population, de la culture, de l'alimentation, de la musique, qu'est-ce qui distingue le Congo-Brazzaville du Congo-Kinshasa? Rien du tout. Rien du tout. La seule différence entre le Congo-Brazza et le Congo-Kinshasa, c'est ce que les politiques, souvent des deux pays, veulent faire. Nous disons ici au CRC notre soutien total à nos frères de la RDC, que nous sommes avec vous dans ce combat. Si vous voulez notre accompagnement pour tout ce qui est action diplomatique, action sur le plan international, lobbying, le CRC est prêt à travailler avec vous, à vous accompagner sur les sujets. Mais sachez-le, les populations congolaises de Brazzaville contestent les accords entre le Congo-Brazzaville et le Rwanda, entre Sassou Nguesso, Christelle Sassou Nguesso et le Rwanda. Ils le savent. Et d'ailleurs, la preuve, ils les cachent. Les Congolais de Brazzaville ne sont pas favorables à l'installation des Rwandais à Maluku ou encore dans la Bouenza. Nous ne sommes pas favorables à ça. Nous sommes conscients que c'est une stratégie d'encerclement de la RDC et nous condamnons cette stratégie. Nous sommes, mais vraiment, du côté des populations de la RDC, des femmes qui souffrent, des enfants qui souffrent, parce que, qu'est-ce qu'on découvre? Que ce gangster qui s'est installé à Goma trafique, c'est plus d'une tonne de terres rares qui sort tous les jours de l'Est de la RDC via le Rwanda, et ça rapporte 800 000 $ par mois au groupe du M23. 800 000 $ au M23 par mois. 800 000. Vous imaginez, c'est 800 000 $ qui manquent aux caisses, aux finances publiques de la RDC pour s'occuper des populations. Et au CRC, on ne peut pas encourager ce comportement. Nous demandons donc aux députés congolais, lors de leur session, de demander au gouvernement de Koliné Makosso de mettre fin aux accords avec le Rwanda et de rassurer les populations de la RDC que le Congo-Brazzaville est pour l'unité territoriale de la RDC et pour la fin du conflit à l'est de la RDC. Ça, c'est fondamental, c'est vraiment fondamental. Parce que nos deux pays ne peuvent pas se déchirer parce que
Sassou est dans la stratégie de Kagame de l'hégémonisme rwandais en Afrique centrale. Le Rwanda n'a pas besoin d'avoir une politique hégémonique puisque de toute façon, il n'en aura pas les moyens. Il peut faire la pagaille à l'est de la RDC, mais les moyens d'occuper tout le pays, ça ne sera pas possible. Et par rapport donc à mon sujet du début sur le changement de paradigme avec Donald Trump, je voudrais quand même donner un conseil à nous, Congolais de Brazzaville. Ça vaut pour tous les Africains que l'arrivée de Donald Trump avec ce bousculement du système international, c'est une fenêtre d'opportunité pour que chaque peuple puisse se penser en tant que nation et puisse bâtir son avenir sans craindre aujourd'hui d'être dérangé par ce qu'on a connu pendant la période de la guerre froide ou post-guerre froide avec les puissances européennes qui, de temps en temps, pouvaient embêter les pays africains. L'arrivée de Trump nous donne l'opportunité de bien gérer nos pays, de s'occuper de nos populations, de sécuriser en premier lieu nos finances publiques. Pourquoi je le dis? Mais parce qu'au Congo-Brazzaville, nous sommes encore dans une phase où la médiocrité succède à la médiocrité. Je vous prends un dernier exemple. Je vous laisse suivre et je vous explique. Dans le cadre de la coopération Sud-Sud, le Congo et le Sénégal ont conclu une convention d'affermage portant sur la distribution et la commercialisation de l'électricité en République du Congo pour une période de 10 ans. La gestion de ce segment sera désormais assurée par la société sénégalaise Sénélec. La signature de la convention a eu lieu en présence du Premier ministre Anatole Koliné Makosso. L'acte a été formalisé par Émile Ouosso, ministre congolais de l'énergie, et par Pape Mamadou Diop, directeur général de Soselec, filiale de Sénélec. Dès lors, l'État congolais ne détient plus le monopole de la distribution et de la vente de l'électricité. Cependant, il conserve le contrôle de la tarification conformément aux dispositions de la Convention qui compte 75 articles et a été lu par le conseiller du Premier ministre chef de département hydrocarbures, électricité et transition énergétique Jean-Jacques Ikama. Je l'ai annoncé, invité du journal, M. Papa Mamadou Diop, directeur général de la Soselec, la Société d'électricité du Congo, et M. Jean-Bruno Dangadou, directeur général de la Société énergie électrique du Congo. Avec eux, nous reviendrons sur la signature hier de la convention d'affermage entre le gouvernement congolais et la Soselec concernant le segment distribution et commercialisation de l'électricité au Congo. Bonsoir à vous, monsieur le DG. Bonsoir. Bonsoir. Alors, monsieur Jean-Bruno Dangadou, nous venons de suivre le reportage relatif à la signature de la convention d'affermage concernant le segment distribution et commercialisation de l'électricité entre le gouvernement et la société Soselec, filiale de droit congolais de la société sénégalaise Sénélec. Une certaine opinion parle de la vente de EKRC. Vous, en qualité de DG de cette entreprise, pouvez-vous nous dire qu'en est-il exactement? Merci madame de m'avoir invité. Je vous en prie. Je tiens à rappeler que Énergie électrique du Congo a été créée en 2018 comme société de patrimoine. Ce n'est pas maintenant qu'elle a été érigée, mais c'est depuis 2018 que cette société a été créée comme société de gestion du patrimoine électrique du Congo. À titre transitoire, on a confié la gestion du service public en attendant qu'on puisse trouver des partenaires pour confier la gestion des centrales hydroélectriques et de la distribution et commercialisation. L'heure est arrivée. On a déjà remis les centrales en concession. Et l'heure est arrivée, effectivement, de s'occuper du côté distribution et commercialisation. Ces partenaires vont nous apporter des investissements nécessaires pour améliorer la qualité du service public. Voilà le grand problème. Et ils auront aussi la mission de maintenir nos installations, de les entretenir. Et il y aura donc une notation de la performance de ces sociétés-là, où nous sommes actionnaires à 15%.
Ça veut dire que nous sommes le gendarme de l'État au sein de cette société-là, pour voir si réellement ils respectent la convention signée. Si au bout de 2 ans, en ce qui concerne par exemple la distribution et la commercialisation, si au bout de 2 ans, nous constatons qu'ils n'arrivent pas à atteindre, on ne sent pas d'amélioration, d'évolution dans ce qu'ils font, l'État peut décider de retirer cette société entre la gestion de ce patrimoine entre leurs mains et remettre à Ecaresé en attendant de trouver encore un autre partenaire. Donc le rôle d'Ecaresé, c'est comme de gérer le patrimoine de l'État à des moments où parfois il y a eu faillite du côté du concessionnaire ou du fermier. Donc dire que Ecaresé a été vendu, c'est faux. C'est faux, c'est faux. Tout le personnel de la distribution et de la commercialisation sera reversé, je dis bien reversé au sein de la société du fermier. Donc il n'y aura pas de demandes à faire ou d'autres papiers, non. Mais ils ont l'obligation. Vous venez de suivre dans cette vidéo Koliné Makosso qui signe des accords. On apprend que Sénélec, donc la société sénégalaise d'électricité, va maintenant s'occuper de la distribution de l'électricité au Congo. Et vous voyez le directeur général de E2C, M. Adou Nganda, grand danseur de sa génération, avec ce Sénégalais, qui nous explique comment les choses vont se passer. Mais vous voyez bien qu'ils arrivent à convaincre personne. Pourquoi je vous parle de cet exemple? Dans un monde où vous avez des puissances qui veulent imposer leur hégémonie, l'hégémonie renvoie une fois de plus à l'économie politique internationale. C'est-à-dire, ils veulent, comment on appelle ça? Ils veulent faire une prospection des matières premières critiques, stratégiques dans le monde et voir comment mettre la main dessus. Et nous, au lieu de travailler avec des compétences pour protéger nos pays, protéger nos ressources et permettre le développement de nos pays, en tout cas un minimum de progrès, nous continuons à travailler avec la médiocrité. Qu'est-ce que j'appelle la médiocrité? Regardez cette photo. Sénégal. Limogeage du directeur de la société d'électricité et léger remaniement du gouvernement. Le président sénégalais Macky Sall a limogé lundi le directeur général de la Société nationale d'électricité, Senelec, Pape Dieng, suite au retour des délestages d'électricité au Sénégal, annonce-t-on de sources officielles. Ce limogeage intervient dans le cadre d'un remaniement gouvernemental annoncé à la télévision publique par le Premier ministre Mohamed Dionne. Selon M. Dieng, le directeur du cabinet du président Sall, Mamadou Makhtar Cissé, a été désigné à la tête de la Senelec. D'autre part, Thierno Alassane Sall succède à Memouna Endo Yesek au poste de ministre de l'énergie, alors que ce dernier a été nommé ministre du tourisme et des transports aériens. Abdoulaye Diouf Sarr, qui était en charge du tourisme et des transports aériens, devient ministre de la gouvernance locale, du développement et de l'aménagement du territoire. Oumar Youm, qui occupait ce ministère, devient directeur du cabinet du président de la République. Sédou Gueye, ancien secrétaire général adjoint du gouvernement, a été nommé ministre auprès du Premier ministre, porte-parole du gouvernement. C'était la photo du DG, je crois, de Sénélec. Le Sénégal n'a pas d'électricité. Sous Macky Sall, il y a eu un gros problème au Sénégal, c'est que le Sénégal ne produit pas assez d'électricité et les ménages sénégalais voient pourrir leurs aliments. Les restaurants ne cessaient de se plaindre du fait qu'il n'y avait pas d'électricité. Il y avait des délestages tout le temps. Il y a eu même des sujets avec Juan Gomez sur RFI, pour les auditeurs d'RFI, où le sujet principal était les délestages en Afrique. Et au Sénégal, il y a eu un grand mouvement de la population, de mécontentement, qui a fait pression sur Macky Sall. Et même si c'était ses potes, Macky Sall était obligé de limoger la direction de Sénélec, incapable de fournir de l'électricité aux Sénégalais. Écoutez-moi bien les Congolais de Brazzaville. Donc, Sénélec, que Koliné Makosso, que Denis Sassou Nguesso, que Christelle Sassou Nguesso, c'est-à-dire le pouvoir du Congo, Sénélec que le pouvoir du Congo est allé chercher pour vous fournir de l'électricité,
est incapable de fournir de l'électricité aux Sénégalais eux-mêmes. C'est comme si vous allez prendre, je ne sais pas moi, quelqu'un qui n'a pas de maison, qui vit dans la rue, et vous lui dites, est-ce que tu peux m'héberger? C'est comme, vous savez, c'est ça qui est quand même incroyable dans notre pays. Nous voulons être un pays émergent. Mais si vous voulez être un pays émergent, vous ne pouvez travailler qu'avec des pays émergents déjà et les pays développés. Vous ne pouvez pas dire que le Congo veut être un pays émergent et le Congo passe son temps, perd son temps à travailler avec des pays qui sont moins que le Congo. Ne vous trompez pas. En termes d'économie politique, le Rwanda et le Sénégal sont moins que le Congo, c'est-à-dire en termes de possibilités de développement. Si le Congo veut se développer, ce n'est pas avec le Rwanda, ce n'est pas avec le Sénégal. Moi, je veux bien débattre avec Kouliné Makosso sur le sujet. Je veux bien débattre avec Christelle Sassou Nguesso ou Denis Sassou Nguesso lui-même. Si un pays veut se développer, ce pays va chercher de la compétence auprès de celui qui est plus que lui. Un bon élève, s'il veut rester bon, ou un élève moyen, s'il veut être bon élève, il ne va pas traîner avec des élèves moyens. Ça va lui apporter quoi? Un élève moyen qui veut être bon va traîner avec des bons élèves. Soyons sérieux. Je vous prends l'exemple de la Chine. J'ai étudié à Fudan, à Shanghai. La Chine n'a pas traîné avec les pays africains pour se développer. Vous avez vu les étudiants chinois dans quelle université africaine? Lorsque la Chine a voulu se développer, les étudiants chinois partaient aux États-Unis, au Canada, en France, en Allemagne, en Angleterre, en Australie, et j'en passe. Aucun étudiant chinois n'est allé étudier en Corée du Sud. Et d'ailleurs, j'ai eu ce sujet-là avec les Chinois. Les étudiants chinois me disaient, mais oui, si nous on va en Corée du Sud, c'est dans le cadre de la coopération de la recherche. Mais nous n'avons rien à tirer de la Corée du Sud comme intelligence pour nous. L'intelligence, pour le moment, se trouve en Occident. Donc, nos étudiants vont en Occident. Alors, voilà que le Congo-Brazzaville veut développer son agriculture et appelle qui? Le Rwanda, qui n'est pas un pays agricole. Le Congo-Brazzaville veut développer son électricité. OK, on va chercher qui? Sénélec, une société qui ne connaît rien en électricité, puisque incapable de fournir de l'électricité aux Sénégalais. Macky Sall les a limogés. Et nous, on les récupère. Le Congo veut développer les chemins de fer. On a eu un Français, PDG de CEFSO. Vous savez, il est qui? Aiguilleur à Lyon. Vérifiez. Il y a même un document de France 2 sur le sujet. Les Français eux-mêmes sont étonnés qu'un aiguilleur de la SNCF de Lyon est devenu le PDG du chemin de fer au Congo. Comment peut-on accepter de telles insultes pour notre pays? Mais il y a bien des ingénieurs au Congo. Et ce que vous explique Adou Nganda, qu'est-ce que vous avez compris? Écoutez-le. Adou Nganda vous dit, pendant 2 ans, s'ils n'ont pas réussi à donner l'électricité aux Congolais, et d'eux se récupèrent le temps de trouver d'autres promoteurs, d'autres financiers, d'autres entreprises. Mais il a vu ça où? Vous voulez avoir une bonne médecine, mais vous avez des docteurs vétérinaires dans les hôpitaux, et vous avez même ceux qui ont échoué à leur diplôme de médecine qui officient dans nos hôpitaux. Mais comment voulez-vous avoir une médecine de qualité? Donc, le problème avec notre gouvernement, en lien avec ce que je viens de vous dire, de ce qui se passe dans le système international aujourd'hui, le problème, c'est que notre gouvernement continue à mettre en place des systèmes de pillage du Congo. Ce Sénégalais ne viendra rien faire sinon que poursuivre ce qui se passait avant, parce qu'il n'aura pas les moyens de faire payer les factures aux responsables politiques. On a bien vu, vous avez suivi l'émission sur R7 entre le journaliste Christian Perrin et le responsable d'une association de consommation au Congo, que vous avez les ministres, leurs femmes, leurs enfants, leurs copines, tout ce que vous voulez, c'est-à-dire toute une liste des gens qui ne payent pas les factures d'électricité. Mais ça, c'est l'électricité, l'eau, pareil, les hôpitaux, tout. Vous avez toute une série de gens qui ne payent rien au Congo, où tout est gratuit pour eux, et c'est une charge publique, puisque les sociétés dont il est question sont financées par l'argent public, et ce que ces sociétés produisent, c'est consommé par les gens du pouvoir qui ne payent pas. Et donc, sans cesse, il faut ponctionner. Et ce système ne peut pas continuer.
La solution, ce serait quoi? Il n'y a qu'une solution. La révolution du fleuve, dont parle le CRC depuis longtemps. Et aujourd'hui encore, vous voyez bien que si nous voulons sauver notre pays, si nous voulons que notre pays avance, ce n'est pas avec Denis Sassou Nguesso et son pouvoir. Ce n'est pas possible. Ils sont tellement médiocres, ils sont tellement à la ramasse, ils ne comprennent même pas ce qui se passe dans le monde. Or, le monde qui est en train de naître depuis le retour de Donald Trump ne correspond pas avec le comportement du pouvoir du Brazzaville, parce que nous allons être écrasés. Sachez-le, si nous continuons avec Sassou, nous serons écrasés. Et l'exemple de la société d'électricité qu'on vient de céder aux Sénégalais nous le montre. La société d'électricité, l'eau et l'électricité, ce sont des entreprises, de ce qu'on appelle dans tous les pays du monde, ce sont des entreprises énergétiques stratégiques. C'est notre stratégie nationale, c'est notre politique nationale. Si nous voulons avoir une électricité de qualité, faisons appel aux Chinois, faisons appel aux Français, faisons appel aux Américains. Je vais vous dire une chose, sans fanatisme. On est dans le plan scientifique, sans fanatisme. La société française EDF, c'est elle qui intervient partout dans le monde quand dans ce pays-là, on ne sait plus quoi faire avec les difficultés d'électricité. EDF, Areva. Moi, j'ai des amis qui travaillent, des Congolais qui travaillent dans ces entreprises-là. Lorsque il y a eu l'explosion de Fukushima, les Japonais ont appelé d'abord les Américains. Les ingénieurs américains qui interviennent à Fukushima, à un moment donné, ils sont bloqués, ils sont limités, ils ne peuvent plus avancer. Eh bien, les Américains ont dit aux Japonais, il faut appeler les Français. On a appelé EDF et Areva. Ce sont les ingénieurs d'EDF et d'Areva qui sont partis au Japon pour aider les Japonais à trouver la solution. Les Jeux Olympiques de Londres, l'électricité a été supervisée par EDF. Les Jeux Olympiques de Rio, l'électricité a été supervisée par EDF. Qu'on aime les Français ou pas, là n'est pas mon sujet. Mais si on veut avoir une électricité de qualité, nous avons EDF. Le Congo peut faire le choix de récupérer les retraités d'EDF et d'Areva pour régler les problèmes d'électricité chez nous. Qu'est-ce qui vous empêche que d'aller prendre des Sénégalais qui ne connaissent rien puisqu'ils n'arrivent pas à donner de l'électricité à leur propre population? Prenez les banques. Nous parlons français. Donc, ce qui est écrit en français, on le comprend mieux que si c'était écrit en allemand, en chinois, en anglais, en russe ou dans n'importe quelle langue. Je ne suis pas en train de magnifier les banques françaises, mais je dis juste que le nombre d'études de Congolais qui travaillent dans des banques françaises, c'est à eux qu'il faut faire appel. C'est ce qu'ont fait les Chinois. Les Chinois ont fait appel aux Chinois travaillant aux États-Unis, au Canada, en France, et ce sont eux qui ont mis en place l'économie chinoise. Arrêtons d'aller chercher des gens médiocres qui n'ont fait des preuves nulle part et on vient vous faire croire à la télé Congo que ce sont eux qui vont nous aider. Depuis que Sassou est revenu au pouvoir, mais vous avez de plus en plus des gens qui disent, mais 40 ans après, qu'est-ce qu'on a fait? Donnez-moi un seul domaine dans lequel, 40 ans après, nous avons quand même un bénéfice. Zéro. Moi, je suis disponible, au lieu de faire des monologues, je suis disponible de rencontrer les députés du PCT, les ministres du pouvoir pour débattre autour de l'avenir de notre pays. Trump nous invite à une compétition farouche. Trump nous invite à une compétition terrible, terrible. Et donc, les plus faibles seront écrasés. Écoutez cette chanson. Tout le monde est coupable, peu importe ce qu'il dit. La haine est aussi forte que la guerre et c'est le faible qui a tort. Je vous demande, chaque Congolais, de réécouter cette chanson. Tout le monde est coupable, peu importe ce qu'il dit. La haine est aussi forte que la guerre et c'est le faible qui a tort. Dans le système international, il ne faut jamais être faible. Dans les relations entre États, il ne faut jamais être faible. Il faut toujours être en capacité de protéger sa souveraineté nationale, sa sécurité nationale, ses intérêts nationaux. Voilà les 3 thèmes non négociables en politique internationale. Sécurité nationale, souveraineté nationale, intérêt national. Et c'est ce que Donald Trump est en train de faire. Qu'est-ce qu'il vous dit? Regardez la carte du monde. Donald Trump dit le Groenland fait partie intégrante de notre sécurité nationale. Eh bien, le décor est planté. Et l'électricité, ça fait partie de la sécurité nationale. Parce que si vous êtes plongé dans le noir, mais vous êtes en danger.
Et donc, l'électricité est une entreprise stratégique nationale. Le pétrole, le gaz, l'eau. L'agriculture répond à un besoin alimentaire et de santé stratégique pour le pays. On ne peut pas le livrer aux étrangers. Donc, l'agriculture, oui, ça fait partie d'une politique stratégique d'alimentation, donc avoir un corps bien nourri, mais aussi de santé. En parlant de l'électricité, aucun pays ne peut se développer sans l'électricité. Il y a eu les prémices de la révolution industrielle, fin 16e siècle, début du 17e siècle. Mais la création de l'électricité a propulsé le développement économique. Vous prenez tous les pays du monde, vous arrêtez l'électricité, tout tombe. Que ce soit la santé, que ce soit l'industrie, que ce soit l'administration. Aujourd'hui, on nous parle de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, eh ben, c'est une consommatrice de l'énergie. Je crois que dans certains pays européens, l'intelligence artificielle, en moins de 15 ans, on est parti de 6% à 26% de consommation de la production d'électricité. Donc, sans électricité, vous ne pouvez rien faire. Et aujourd'hui, au lieu de compter sur les ingénieurs congolais, au lieu de former en 40 ans, combien d'ingénieurs Sassou a formé? Où sont-ils? Au lieu de voir Adunganda à la télé, faites passer les ingénieurs congolais à la télé, qu'ils nous disent quel est l'état actuel de connaissance en électricité, pourquoi nous ne sommes pas capables, avec les moyens que l'environnement, que le territoire nous donne, avec l'eau, le soleil et le vent. Donc, on peut avoir des barrages hydroélectriques, on peut avoir de l'électricité éolienne, on peut avoir de l'électricité à base de panneaux photovoltaïques. Mais ça, c'est aux ingénieurs de venir nous expliquer quel est l'état actuel de connaissance dans la matière et pourquoi nous sommes en retard et au nom de quoi on ne peut pas avancer et qu'est-ce qu'il faut faire. Je vous disais tout à l'heure que les Congolais travaillent dans beaucoup de domaines partout dans le monde. C'est sur eux que doit se fonder notre progrès et notre développement. Et non pas sur ces étrangers qu'on nous ramène qui ne foutent rien chez nous sauf aider le pouvoir à dilapider notre argent, à voler notre argent. Ce Sénégalais, vous verrez, dans 2 ans, rien ne va changer. D'ailleurs, qu'ils vous disent ce Sénégalais, en termes de distribution, qu'il vous montre ce qu'il a prévu. Quelles sont ses projections? Chaque année, Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, Ouesso, Owando, Imfondo, Dongou, Kinkala, Djambala, Komono, Sibiti, Nkayi, Loudima. Chaque année, combien de ménages seront connectés à l'électricité? C'est comme ça qu'on réagit. Moi, je vous le fais simple. Mais les ingénieurs, dans la science, feront ça mieux que moi. Mais si c'est venir à la télé nous raconter des histoires et que 2 ans après, on change, 2 ans après, on change et c'est toujours du pareil au même, ça n'a aucun sens. Donc, voilà, chers téléspectateurs de R7, la chronique que je voulais vous proposer aujourd'hui, c'est la chronique liée au système international depuis l'arrivée de Trump au pouvoir. Opportunité ou menace pour nous les Africains? Ça peut être une opportunité si nous faisons de ça une opportunité. Et ça sera une menace si nous ne faisons rien dans nos pays. En prenant l'exemple de la RDC, aujourd'hui la RDC est attaquée par le M23, soutenu par 3 000 à 4 000 militaires rwandais. Que fait un pays dans ce cas-là? Eh bien, l'unité nationale. Moi, je conseille à Tshisekedi d'inviter tous les responsables politiques, peu importe, tous les responsables politiques, Mayulu, tous, Fayoulou plutôt, tous, et qu'ils se disent, là, il s'agit de sauver la nation. Et donc, union sacrée. Regardez ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Donald Trump s'est saisi du problème des terres pour critiquer le gouvernement sud-africain en disant que ce n'est pas normal, les blancs sud-africains sont maltraités. Eh bien, union sacrée autour du pouvoir sud-africain, y compris les partis dont Donald Trump pensait défendre. Tous ces partis politiques ont fait une union sacrée en disant à Donald Trump, monsieur, vous vous trompez, ce n'est pas ça du tout. Union sacrée. Or, en RDC, on a du mal à concrétiser l'union sacrée. Face à une menace extérieure, on fait bloc. Union sacrée. Et je pense qu'en RDC, il y a des compétences. Il faut dépasser les passions
Il faut dépasser les contradictions. Il faut s'unir pour faire face à ce sujet-là, mais en gardant les valeurs démocratiques, l'alternance au pouvoir. Ce n'est pas à Tshisekedi de gérer ça. Le problème date d'il y a 30 ans, Tshisekedi n'était pas là. Ce problème risque de continuer après Tshisekedi. Il faut faire de ça un problème, non pas de personne, mais un problème d'État, un problème national, et donc générer autour de toute la population et de la classe politique une union sacrée pour y faire face. Pour nous, le Congo-Brazzaville, c'est soutenir cette union sacrée de la RDC face à un agresseur extérieur et de dire au Rwanda, attention, nous ne serons jamais avec vous si vous poursuivez. Et sur le plan intérieur au Congo, c'est de se dire, tiens, le monde devient de plus en plus concurrentiel, il faut qu'on arrête la pagaille. Souvenez-vous, les débats qu'on a eus autour du compte unique du trésor public, tout ça, il faut que ça soit dépassé. Donc, le compte unique du trésor, il faut que tout ça, ça soit réglé. Il faut qu'on en finisse avec l'incompétence. Et l'incompétence, vous vous souvenez, j'avais fait une chronique sur Hugo Golondele, qui avait parlé du budget du sport et autres. Aujourd'hui, on y est. La FIFA vient de suspendre la FECOFOOT. Et Hugo Golondele se dépatouille comme un poisson dans l'eau pris dans un filet pour essayer d'expliquer que s'il faut rester 20 ans sans jouer les compétitions internationales, mais il faut qu'on règle les choses. Non, vous n'allez rien régler, vous êtes incompétent. Il faut partir. Le CRC n'arrête pas de vous donner des analyses du niveau mondial, du niveau international. Quand je vous ai mis en garde, au nom du CRC, que ce qui se passe avec notre ministre Hugo Golondele, c'est de l'incompétence notoire. Certains ont douté. Nous y sommes, la FECOFOOT est suspendue. Je vous redis la même chose par rapport, on avait fait une chronique sur l'Union européenne ne peut pas maintenir les accords avec le Rwanda alors que c'est des accords cachés pour fournir une matière première que l'Union européenne ne produit pas. Là, vous avez vu, ça a été annulé. Donc, nous faisons des analyses de niveau mondial, de niveau international. Parce que lorsque vous voulez avancer, comme j'ai dit, il faut vous hisser au niveau supérieur et non pas suivre la médiocrité. J'espère que vous allez être nombreux à aimer, apprécier cette chronique, que cette chronique va vraiment nous servir, parce que l'heure n'a jamais été aussi grave dans le monde pour que certains pays imposent leur hégémonie et que d'autres soient menacés de disparition. Ce n'est pas une rigolade, ce n'est pas une blague, mais c'est à prendre vraiment au très, très, très sérieux ce qu'il est en train de se passer. Et à cette allure, inutile de vous dire que le pouvoir de Sassou ne peut pas tenir face à un monde qui va être aussi concurrentiel. Il nous appartient de réaliser cette révolution du fleuve. Il nous appartient vraiment d'avoir les responsables politiques à la hauteur des enjeux nationaux et internationaux. Aujourd'hui, on voit bien que Kouliné Makosso n'y arrive pas. Il est complètement noyé. Il n'arrive pas. Denis Sassou Nguesso est aux abonnés absents. On ne sait pas ce qu'il fait, on ne sait pas ce qu'il pense. Et quant aux autres membres du gouvernement, ils sont totalement à la ramasse. Les Congolais doivent reprendre l'agenda national en allant vers la révolution du fleuve, en mettant tout ce pouvoir dehors, toute cette saleté dehors, et permettre la reconstruction de notre pays sur des bases beaucoup plus solides qui donneront beaucoup d'espoir et beaucoup d'avenir à notre population. En tout cas, je vous demande de commenter, de liker, de partager et surtout, abonnez-vous à notre chaîne R7 pour que vous ne puissiez rien rater de nos chroniques. Je vous souhaite de vous porter bien et je vous dis à bientôt pour notre prochain numéro de notre chronique.